Le 23 septembre 2024, Jey Uso est devenu champion intercontinental. Après des années de disette, il gagnait enfin son premier titre en solo. Mais est-ce que sa mise en avant sans sa famille est un succès pour autant? Est-ce que son personnage était en train d'être gâché ou pas? Quel avenir peut-on imaginer pour lui? Installez-vous confortablement, prenez-vous un café, on va discuter de tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le bilan de Main Event Jey Uso, c'est parti. Parlons de Jey Uso, bon sang. C'est vrai que mine de rien, le cousin de Roman Reigns, puisque c'est quand même son cousin, c'est pas rien, il est un des visages les plus importants à la WWE, on va dire, en 2024. C'est indéniable. Mais est-ce que son bilan est vraiment satisfaisant? C'est vrai qu'il a gagné le titre intercontinental à Monday Night Raw le 23 septembre 2024, une grande victoire pour lui, c'est vrai, on va pas le nier. C'est vrai que c'est quand même la première fois qu'il gagne un titre en solo de toute sa carrière, pour un homme qui a quand même plus de 10 ans de parcours à la WWE. Pouvez-vous seulement imaginer qu'il a mis aussi longtemps avant de gagner sa première ceinture tout seul? En sachant évidemment qu'il était abonné au titre par équipe et à la division par équipe avec son frère jumeau Jimmy pendant très longtemps. Et justement, depuis qu'il a été séparé de Jimmy, ou par la force des choses, qu'il ne catche plus en équipe, est-ce que on peut vraiment considérer que la WWE réussit son coup avec Jey Uso? Je me pose vraiment la question, et je vous pose la question à vous aussi, parce que c'est quand même une vraie question charnière. On se rappelle qu'il n'est pas n'importe qui. Jey Uso, à la WWE, il est l'homme qui avait quand même, mine de rien, faudrait le rappeler, été le premier à faire le tomber sur Roman Reigns en tant que Tribal Chief pendant son règne légendaire à Money in the Bank 2023, 1er juillet, Bloodline Civil War, première fois que Roman Reigns subit un pin en tant que Tribal Chief, en tant que champion, et c'était très marquant. Quel honneur, quel privilège pour Jey Uso d'avoir ce statut-là. Enfin bref, en tout cas, on va faire quand même un petit historique, ça s'impose pour bien comprendre un peu toute l'évolution de Jey Uso. Alors, on va pas parler de toutes ces années où il était en équipe avec Jimmy, mais pas encore dans la Bloodline, du moins dans le kayfabe, dans la grande histoire, on va dire, de la WWE. Il était certes déjà de la même famille que Roman Reigns, évidemment, mais c'était pas encore la Bloodline commençait. Ça, c'est vraiment arrivé à partir du moment où Roman Reigns est devenu le Tribal Chief, et qui demandait à ce que tout le monde l'acknowledge. Et n'oublions pas, et personnellement, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais je repense à ça, et la nostalgie s'en part de mon esprit, quand je repense au tout début du règne de Roman Reigns, et de ses premières interactions, du moins de la première storyline avec Jey Uso, ce qui fait déjà quand même plusieurs années en arrière, mais c'était très marquant, c'était génial, personnellement j'avais adoré ça. C'était les tout débuts, on peut dire, de Main Event Jey Uso d'une certaine manière. Parce que à cette époque, on s'en rappelle, Roman Reigns fait son retour à pas d'éléphant. Et juste après, il est champion dans la foulée, champion universel. À ce moment-là, il n'était pas encore champion incontesté, il était encore seulement l'universel. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il a été généreux avec sa famille, puisque son premier challenger, on s'en rappelle, c'était Jey Uso. Tout simplement parce que Roman Reigns voulait élever sa famille, en tant que chef de la famille, du moins à ce moment-là, il était encore un peu seul dans sa tour d'ivoire, Roman, à se considérer comme le chef de la tribu, et le premier qui devait le reconnaître, c'était Jey. On se rappelle que ça a mené à un match à Clash of Champions 2020, où Roman Reigns tatanait Jey en lui disant de l'acknowledge me, et que c'était Jimmy Uso qui était venu jeter la serviette, un finish d'ailleurs très très original, et ensuite ça mène à un match à Hell in a Cell, qui était très original lui aussi, un Hell in a Cell I Quit match. En gros, Jey Uso devait rentrer dans le rang. Pas le choix. Du moins, il le fallait. Et Roman Reigns l'avait donc battu, avec un finish hyper original là aussi, puisque c'était Jimmy Uso qui se prenait la guillotine, et Jey avait voulu, on va dire, épargner son frère, du moins le sauver de sa guillotine, de la guillotine de Roman, pour le sauver. Bref, tout ça mène à ce que Jey Uso finisse au bout d'un moment par comprendre, comme il disait « I understand », et par finalement acknowledge son cousin et devenir officiellement le right hand man, la main droite, enfin l'homme de main, on va plutôt dire, de Roman Reigns. Ce qui était une place de choix, parce que mine de rien, à cette époque, Jimmy Uso s'était blessé. Et pendant toute une période, jusqu'au printemps 2021 en réalité, Jey Uso était enfin
plus dans l'ombre, enfin, il n'était pas vraiment dans l'ombre, on va dire qu'il partageait le spotlight tout le temps avec Jimmy, à un point où on ne savait pas lequel était lequel. D'ailleurs, c'est quelque chose que Roman Reigns lui avait dit quand il le critiquait. Et donc, pendant plusieurs mois, il était, on va dire, aux côtés de Paul Heyman, les accompagnants de Roman Reigns, pendant, on va dire, presque, alors pas la première année de son règne, mais on va dire les premiers mois de son règne, ce qui était très bien amené. Il n'avait pas à knowledge tout de suite, mais il avait fini par le faire, et il était devenu main event Jey Uso. Roman Reigns le mettait dans le spotlight, le tirait vers le haut, en tant qu'homme de main, ce qui était très bien pour lui quand même, comme première étape. Je me rappelle notamment de WrestleMania 37, Roman Reigns contre Daniel Bryan contre Edge, main event, où pendant l'entrée de Roman Reigns, Jey Uso était vraiment mais complètement possédé et habité par son rôle. Il était génial, il tapait des mains, il était presque comme dans un monde parallèle, c'était super. Vraiment, Jey Uso était vraiment complètement dingue ce jour-là, mais c'était génial. Et comme on vient de le dire, il avait une implication dans le match le plus important de l'année à la WWE, donc le bilan était très positif. À ce moment-là, je me dis, Jey Uso est vraiment dans le spotlight grâce à Roman Reigns, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Jimmy Uso est revenu de sa blessure. Je me rappelle que Roman Reigns venait de battre Daniel Bryan à SmackDown, que Daniel Bryan quittait la WWE, et qu'il restait donc une nouvelle place à prendre dans le roster, et c'est Jimmy Uso qui l'a prise. Et à ce moment-là, nouvelle situation, Jimmy qui tente en gros de persuader Jey que non, tu te fais manipuler par Roman, il te traite comme son esclave, ce qui apportait, on va dire, une nouvelle storyline d'une certaine manière, ce qui à très long terme finira par pousser Jey à se séparer de Roman, à du moins ne plus vouloir être son homme de main. Et bref, au moment où Jimmy est revenu, personnellement, moi j'étais pas fan parce que Jey revenait dans la division par équipe avec Jimmy et était cantonné à ça désormais, alors qu'il semblait quand même bien parti pour avoir, au bout d'un moment, une vraie mise en avant en solo grâce à Roman Reigns. Et ça, j'étais pas fan. J'étais aussi pas fan qu'on n'ait pas un Roman contre Jimmy Uso à l'époque d'ailleurs. À la place, on avait eu un pauvre Roman contre Rey Mysterio dans un Hell in a Cell à SmackDown en plus. Ça, c'est un match, j'ai l'impression que beaucoup de monde l'a oublié, mais il a bel et bien eu lieu. Hein. Rey Mysterio est aussi dans la liste des, on va dire, des victimes de Roman dans son règne. Bref, moi j'espérais un Roman contre Jimmy, mais ça c'est une autre histoire. Et à ce moment-là, il est maintenant vraiment surtout actif en tant que, on va dire, partenaire de Jimmy. Mais ensemble, mine de rien, c'est à noter. D'ailleurs, c'était le retour du public à l'époque pour Money in the Bank 2021. Enfin, c'était le contexte en gros où les salles pouvaient à nouveau être remplies. Et comme une célébration de ça, les Usos devenaient champions par équipe. Alors c'était pas la première fois qu'ils l'étaient, bien sûr, mais ce qui est quand même notable, c'est qu'ils vont gagner le titre par équipe à Money in the Bank 2021 et le garder jusqu'à WrestleMania 39. Pouvez-vous seulement imaginer que ça fait presque 2 ans de règne? Et en plus, c'est pas tout. En cours de route, en mai 2022, ils avaient unifié tous les titres par équipe de la WWE en battant RK-Bro. Alors ça sonne vraiment très ancien, RK-Bro, enfin très ancien oui et non, puisque Matt Riddle, en tout cas, à l'automne 2024, ça fait quand même un petit moment qu'il a été renvoyé par la WWE et que Orton, entre-temps, s'était blessé. D'ailleurs, c'est vers là aussi qu'Orton s'était blessé et qu'il avait dû s'absenter pendant longtemps, au point de presque prendre sa retraite. Et le fait est que les Usos ont donc pris le titre par équipe aussi des RK-Bro pour les unifier et être en gros la seule équipe de la WWE au sommet, avec aussi Roman Reigns au sommet en même temps, donc la Bloodline au top du top à cette époque. Et ça dure donc, comme je viens de le dire, jusqu'à WrestleMania 39, mais c'est, on va dire, vers là qu'il commence à y avoir des petits éclairs qui viennent un peu perturber le calme et la sérénité de la victoire, on va dire, autour des Usos, puisque WrestleMania 39, ils perdent contre Sami Zayn et Kevin Owens. Événement, fin de leur règne, et n'oublions pas non plus que c'est aussi à cette époque que Sami Zayn titillait Jey Uso en lui disant, enfin du moins, que Sami Zayn avait voulu intégrer la Bloodline, qu'il en a fait partie, mais qu'il en a aussi été exclu, mais que d'un autre côté, Jey Uso, pour résumer, on va dire, était quand même ami et aimait bien Sami Zayn, et que ça lui a d'une certaine manière ouvert les yeux sur la façon dont il se faisait traiter
dans la Bloodline par Roman Reigns, ce qui a mené au bout d'un moment à, on va dire, la grande révolution pour Jey Uso. Et ça m'a vraiment marqué personnellement, je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. D'ailleurs, si vous avez envie de vous faire un petit kiff de nostalgie, je vous recommande les vidéos que j'avais faites à l'époque, juste après la Bloodline Civil War, Money in the Bank 2023, et aussi SummerSlam 2023, tant qu'à faire, où je revenais en détail, et encore, on va dire, dans le feu de l'action presque, sur ces matchs vraiment très marquants, et notamment donc, mais bon, on va surtout citer ces 3 matchs-là. D'abord, Night of Champions 2023, Roman Reigns et Solo Sikoa se disent, enfin Roman Reigns plutôt se dit, écoutez les Usos, en gros, vous avez fait n'importe quoi, vous avez perdu le titre, vous avez fait honte à la famille, avec Solo, on va réussir ce que vous avez pas fait, on va battre Sami Zayn et Kevin Owens. Et donc, Night of Champions 2023, il tente donc de gagner le titre par équipe, ce qui aurait d'ailleurs été complètement dingue. Hein. Pouvez-vous seulement imaginer Roman Reigns, champion incontesté, plus champion par équipe? Ça aurait été taré. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que on aura à ce moment-là non pas Jay mais Jimmy qui se retournera contre Roman Reigns et qui entraînera, on va dire, Jay dans son élan. Et à ce moment-là, les Usos, même si Jay était hésitant dans toute cette histoire, pour résumer, tout ça mériterait vraiment une analyse chaud par chaud parce qu'il y avait tout le temps des petites nuances. Est-ce que Jay aujourd'hui, il se sent plus proche de Sami Zayn et de la vision de Sami Zayn? Est-ce qu'il a plutôt envie de rester fidèle à Roman Reigns, qui lui dit, oui, à mes côtés tu brilles, mais aux côtés de Jimmy, t'es plus rien, t'es un tocard, en gros. Il était tiraillé, le Jay. Et donc, tout ça finit par mener de fil en aiguille à, déjà, je me rappelle de la fameuse cérémonie où Roman Reigns célèbre les 1000 jours de son règne, ce qui était très marquant, où il avait aussi une nouvelle ceinture. Et en tout cas, au bout d'un moment, arrive le grand jour pour Jey Uso. Inoubliable ce jour. 1er juillet 2023, Bloodline Civil War, Money in the Bank. Et pour la première fois, donc, Roman Reigns se prend à tomber. Et dans un match par équipe entre les Usos et Roman Reigns et Solo Sikoa, on va dire Bloodline Civil War, quoi. C'est Jey Uso qui a ce privilège de faire le tomber sur Roman. Et dans la foulée, on a évidemment la mise en avant de Jey Uso, même si Jimmy à ce moment-là se faisait tataner par Roman et Solo. Et donc c'était Jay qui était à nouveau dans le spotlight seul pour aller défier Roman Reigns à SummerSlam. Très 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 marquant ça. Quand même, Roman contre Jay en Tribal Combat, pardon. Et bon, ça j'en ai aussi parlé sur la chaîne. J'avais des regrets, des frustrations par rapport à ce match qui n'a pas été tout ce qu'il aurait pu être. Mais par contre, mine de rien, Jimmy Uso se retournait contre Jay à SummerSlam à la surprise générale. Ça sortait du chapeau, faut quand même le reconnaître. Ça sortait vraiment de nulle part. Et c'est donc à cause de ça qu'il perdait contre Roman Reigns. Et peu de temps après avoir une dernière fois tatané Roman Reigns, du moins s'être rebellé contre sa famille, hein, Jay faisait mine de quitter la WWE. Ça, c'était un moment un peu de confusion d'ailleurs, parce qu'il disait « Oui, I'm leaving », en gros, il disait qu'il s'en allait, mais c'était pas au micro, c'était seulement à la caméra au milieu des fans, je me rappelle. C'était un peu bizarre, mais bon, évidemment, Jey Uso allait revenir. Rassurez-vous. Et quand est-ce qu'il allait revenir? C'est à partir de là que ça devient méga intéressant, parce que à partir de là, Jey Uso a officiellement, on va dire, définitivement coupé tous les ponts avec la Bloodline, avec Roman Reigns, avec Solo Sikoa, avec Jimmy. Il fait plus partie de tout ça. Et cette fois, donc on est à Payback 2023, et Cody Rhodes, quel symbole quand même, Cody Rhodes, l'homme que Roman Reigns avait battu à cette époque-là, à WrestleMania 39, quelques mois avant, annonce que Jey Uso rejoint Monday Night Raw, sachant que Roman Reigns est à SmackDown. Donc, pour la première fois de sa carrière, à ce moment-là, très 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 marquant, il se retrouve en solo, séparé et loin de sa famille, même pas dans le même show, même pas dans le même roster, et il doit faire ses preuves. Parce que certes, il avait brillé, par moment en tout cas, dans l'ombre ou aux côtés plutôt de Roman Reigns, il avait brillé en étant le premier à faire le tomber sur lui, plus en ayant un match quand même pour le titre à SummerSlam, c'est quand même pas rien. Il était temps pour lui maintenant de briller totalement seul, sans l'aide de personne, sans l'aide de sa famille, à Raw. Et c'est là où j'ai envie de faire le bilan.
parce que je trouve qu'il est quand même pas si convaincant ce bilan. Alors c'est sûr que le fait d'avoir gagné enfin son premier titre en solo en septembre 2024 change un peu la donne. Et fait voir, on va dire, cette première année de Jey Uso tout seul, à Raw, comme un peu, ouais, une sorte d'odyssée, une sorte de quête, où il devait à tout prix enfin gagner un titre en solo pour faire ses preuves. Et il a quand même réussi malgré des tentatives ratées en cours de route. Puisque faisons quand même un petit bilan, Jey Uso, à partir de son retour, ou plutôt de son arrivée à Monday Night Raw, c'est d'abord un titre de champion par équipe aux côtés de Cody Rhodes, très marquant quand même, ça j'avoue, c'est quand même vraiment très 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 symbolique, et on comprenait clairement qu'il s'opposait encore plus à Roman Reigns de cette manière-là, en rejoignant son ennemi juré, en gros, enfin son rival, ce qui, on va dire, crée encore plus de chaos dans la famille, dans la dynastie Anoa'i. Et bon, ils finiront par le perdre, certes. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en rappelez, je pense que oui, parce que c'était vraiment drôle. On se rappelle de la conférence de presse après Fastlane, où Jey Uso était plus ou moins bourré, hein. De toute façon, on le sait, ils étaient un peu pompettes avec Cody. Et c'était d'ailleurs peut-être là, on va dire, les moments de conférence de presse les plus drôles de la WWE. D'ailleurs, je trouve même que cette conférence de presse et ce qu'avaient fait Jey et Cody était plus divertissant que tout le show Fastlane. Mais bon, ça c'est un peu mon côté taquin qui ressort. Enfin bref. Après, bon, la situation de Jey à cette époque-là, c'était, pour résumer, oui, je suis nouveau à Monday Night Raw, on me fait pas trop confiance parce que je viens quand même de la Bloodline et que j'ai un passif avec pas mal de monde, ne serait-ce qu'avec par exemple Kevin Owens, ne serait-ce qu'avec Drew McIntyre, il y avait un passif, c'est vrai. Et donc, tout ça mènera au bout d'un moment à ce qu'il fasse quand même partie des babyface de Monday Night Raw, qui étaient tous globalement en guerre contre le Judgment Day. Si vous suivez le Johnny Cat Show, vous savez déjà que j'en ai ras-le-bol du Judgment Day et que je les trouve omniprésents à Monday Night Raw, à tort, à tort. Même si j'ai rien contre les individus, évidemment, tout ça c'est du booking qui est à mon avis pas de qualité supérieure. Et déjà dès cette époque, dès l'automne 2023, il était aux côtés de notamment Cody Rhodes, Randy Orton, le revenant. D'ailleurs, c'est aussi à ce même show, donc Survivor Series War Games 2023, où CM Punk revient à la WWE. Et pour résumer en gros sa première phase à Raw, on peut dire qu'il est en guerre contre le Judgment Day avec les babyface de Raw. Il perdra néanmoins, faut quand même le souligner, un match pour le titre poids lourd contre Seth Rollins en décembre. Du moins, il ne réussira pas à gagner la ceinture. Et c'est pas la seule fois où ça arrivera d'ailleurs, puisqu'il perd, alors tenez-vous bien, alors on va d'abord parler de ce qui a, on va dire, été le fil rouge de toute cette époque plutôt, mais soulignons quand même qu'il a perdu contre Gunther aussi, du moins qu'il n'a pas réussi à être champion intercontinental contre Gunther en février 2024, mais dans le fond, et d'ailleurs il participait aussi au Royal Rumble, dans le fond, quel était le vrai problème dans toute cette histoire? C'était bien sûr Jimmy Uso. C'était Jimmy Uso avec qui il était en rivalité et avec qui tout se mettait en place pour qu'ils aient leur match frère contre frère à WrestleMania. Et je dois dire que personnellement ce match m'a déçu. Je suis déçu par ce match, alors que pourtant c'est une affiche géniale, hein. C'est une incroyable affiche. Deux frères qui s'affrontent après toutes ces années en équipe, tout ce passif, toute cette histoire. Enfin un match 1 contre 1 au grandest stage of them all. Et moi, personnellement, j'étais resté sur ma faim. Déjà, je l'avais trouvé beaucoup trop bâclé, et pas du tout assez violent, ou personnel, ou psychologique. Ils auraient pu, d'ailleurs, donner une stipulation très violente. C'était justifié, pour moi. Guerre fraternelle, guerre fratricide, j'ai envie de dire. C'était l'occasion ou jamais. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage que, on va dire, c'était limité à ça. C'est, on va dire, pas aussi bien que ça aurait pu être, je pense. Mais c'est pas la seule chose qu'il a faite à WrestleMania 40. Il était aussi intervenu justement contre Jimmy pour l'empêcher de faire le bordel dans le main event, quand même. Donc Jey Uso a été un acteur du match le plus important de l'année, mine de rien. Très marquant ça quand même. Et par la suite, on arrive déjà cocorico à Backlash en France. Et n'oublions pas qu'il avait quand même eu une opportunité pour le titre poids lourd contre Damien Priest, qu'il n'a pas réussi à
on va dire, validé à décrocher le titre poids lourd, malgré, je dois quand même le dire, une superbe entrée à Backlash. Incroyable cette entrée, en termes d'ambiance, en termes de réaction des fans, qui ont, j'ai l'impression, un peu lancé une mode dans le monde entier. La mode, en gros, de chanter avec Jey Uso. C'est vrai, hein, d'une certaine manière. Et avec aussi un theme song qui était vraiment super. Le geste des bras, le yeet. Bon, ça, c'est vrai que ça fait partie, pour moi, un petit peu des points négatifs de Jey Uso. Alors, d'un côté, c'est très bien d'avoir trouvé une catchphrase et de l'avoir rendu over auprès des fans qui la reprennent, qui la répètent, qui l'adorent. Mais c'est vrai que c'est lourd, parfois. Yeet, 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 il n'y a pas que yeet dans la vie, quand même. Bref, en tout cas, il réussissait pas à être champion poids lourd contre Damian Priest. Il réussissait pas non plus, quelques mois plus tard, à gagner la mallette Money in the Bank notamment contre Drew McIntyre, qui la gagnera. Il aura même pas de match à SummerSlam, mais comme s'il y avait les hauts et les bas en l'espace de très peu de temps, il gagne le titre intercontinental le 23 septembre. Donc, comme vous le constatez, c'est quand même un peu un parcours en dents de scie, tout ça. Hein. Il y a du bon, ça se termine bien. Il y a évidemment le tout début avec la hype encore autour de lui grâce au fait d'avoir pin Roman Reigns. Et le titre en équipe avec Cody, tout ça. Mais il y a quand même une série de matchs où il a voulu être champion, du moins remporter son premier titre en solo, mais il ne réussissait pas. Mais d'un autre côté, ça a donné encore plus de valeur et d'importance à sa quête. C'est sûr que tu regardes le 23 septembre 2024 par exemple, et tu te dis, au moment où Jey Uso est devenu enfin champion intercontinental, il avait déjà perdu une multitude de matchs importants en solo pour des titres. Donc, il y a eu une vraie quête, il y a eu un vrai parcours du combattant, il y a eu une vraie odyssée, et il a enfin prouvé qu'il est capable de gagner un titre tout seul, qu'il a les épaules pour ça, qu'on peut croire suffisamment en lui pour ça, avec une popularité quand même assez incroyable, je dois le dire. C'est vrai que quand tu vois des entrées, bon, la grande question dans ces cas-là, quand tu vois des entrées de Jey Uso à Raw, c'est est-ce que les gens l'aiment vraiment et l'encouragent pour ce qu'il est, pour son personnage, ou est-ce qu'ils adorent juste faire le hit? Est-ce qu'ils adorent juste son entrée? C'est vrai, hein, c'est une vraie question. En tout cas, voilà en gros tout ce qu'il y a eu dans son année, plus ou moins, hein, en solo à Monday Night Raw. Et surtout, qu'est-ce que j'attends maintenant? C'est vrai que si je devais dire les lacunes principales, selon moi, de cette première année, c'est qu'il a été booké d'une manière parfois très peu intéressante. C'est vrai, finalement, dans cette guerre contre le Judgment Day global à Raw, hein, pendant des mois, il n'était qu'un parmi d'autres. Il brillait pas tout seul. Après, bon, oui, l'idée de la loyauté, de la fidélité, de certains qui ne lui font pas confiance, qui devaient gagner la confiance, qu'il hésitait aussi un peu qui rejoindre au début, pour au final se retrouver à l'automne 2024 dans une situation où il papillonne presque avec Rhea Ripley, ce qui est d'ailleurs, moi, un couple que j'ai pas du tout envie de voir. Vraiment, je comprends vraiment pas l'intérêt. À part faire une opposition de style immense. Et puis, ouais, faire plaisir à certains fans, certes. Mais en tout cas, à part donc être un parmi d'autres dans la guerre contre le Judgment Day, plus une rivalité quand même globalement très prévisible, hein, on se doutait bien quand parfois Jimmy allait intervenir pour saboter Jay et préparer leur match à WrestleMania, évidemment, tout ça était quand même assez prévisible, et en fin de compte, le match en lui-même et la rivalité en elle-même, est-ce qu'on en garde un souvenir impérissable avec une multitude de moments très marquants, on va dire une psychologie, une profondeur à la hauteur de ce que c'était sur le papier? Pas vraiment. Pour moi, c'était aussitôt arrivé, aussitôt oublié, hein, Jay contre Jimmy Uso. Et pourtant, les abonnés les plus fidèles en sont témoins que dès l'hiver 2023, enfin plusieurs mois largement avant WrestleMania 40, je rêvais déjà de cette affiche, Jay contre Jimmy. J'étais hypé pour ça, j'avais très envie de la voir, et au final, c'est une déception. Je trouve que c'est une déception. Et finalement, les lacunes, donc, soldats parmi d'autres contre le Judgment Day, mais très banal au final. Rivalité décevante contre Jimmy. Multiples tentatives de gagner son premier titre.
tout en papillonnant par-ci par-là avec Rhea Ripley, plus pas grand-chose en fait, hein. C'est plus ou moins tout, et c'est très très maigre en réalité. Ce qu'on peut quand même relever, oui, en termes d'identité et de personnage, il y a eu le Yeet qui, on va dire, dans toute sa première année à Monday Night Raw, est devenu quand même quelque chose de populaire. Le Yeet, No Yeet, son entrée évidemment, donc son theme song. Et on va dire qu'aussi, je trouve quand même qu'il est bon au micro en général, quand il est sérieux et qu'il fait pas trop le clown. Il est bon. Alors, moi je regrette parfois qu'il soit parti un peu trop dans tout ce qui est très coloré, très exotique, très excentrique au niveau de ses tenues. Mais d'un autre côté, c'est une manière de se démarquer encore plus de la Bloodline qui, avec Roman, évidemment, en porte-étendard, enfin, en tout cas, pendant des années, était surtout à base de noir et de rouge. Alors c'est sûr que si tu veux briller tout seul et que tu veux vraiment t'éloigner le plus possible de ce que tu as été pendant des années, évidemment, en termes de couleur, aller dans le flashy total, à l'opposé du noir, on va dire, c'est un choix pertinent. Ça se comprend, même si j'en suis pas fan. D'un autre côté, je pourrais dire, oui, mais regarde, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la recommande vivement, elle aussi, la série que j'avais faite sur le Macho Man Randy Savage, on avait pu voir que malgré des couleurs flashy, tu pouvais quand même être crédible, sérieux, viril, c'était possible. Et est-ce que Jey Uso réussit quand même cette prouesse à rester crédible et sérieux malgré des couleurs très flashy et tout? Ça, je reste mitigé sur ça. Parfois je me dis que oui, parfois je me dis que non. Je saurais pas trop à l'instant T. Mais bon. Par contre, j'ai toujours trouvé qu'à partir du moment où il était plus torse nu, par exemple, avec ses tatouages, chaînes en or, qu'il avait bien plus une apparence d'un personnage sorti tout droit de San Andreas, pour les anciens qui ont aussi joué comme moi. C'est vrai, il avait un peu l'air d'un thug, d'une certaine manière, Jay. Avec aussi les dents en or, d'ailleurs. Donc tout ça pour dire qu'il a... Bon, il y a des plus et des moins hein, dans cette année-là, mais surtout, comment aller encore plus loin, aller encore plus haut, que faire de plus maintenant? Bah, je pense que... alors, la nuance quand même à apporter dans tout ça, c'est qu'on est quand même à un grand carrefour à la WWE, parce que Monday Night Raw, à partir de janvier 2025, sera sur Netflix. Et on peut imaginer que Netflix étant quand même, on va dire, très 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 important, à ce moment-là pour la WWE, un deal de plusieurs milliards de dollars, quand même un investissement énorme, ils vont vouloir avoir des stars. Ils vont vouloir, enfin j'imagine, je me mets à la place de Netflix, j'ai pas payé X milliards de dollars pour avoir juste JD McDonough, Ilya Dragunov et Pete Dunne. Hein. Encore une fois, aucun manque de respect pour eux, c'est une réalité. Je trouve qu'ils n'ont pas, en tout cas aujourd'hui, hein, peut-être qu'un jour ils l'auront, ils les auront, les épaules pour vraiment être les visages d'un show sur Netflix. Alors que, au contraire, je dirais que, évidemment, Roman Reigns, oui, The Rock, oui, Randy Orton, oui, John Cena, oui, Cody Rhodes, oui, je trouve. En tout cas, surtout avec toute son histoire en 2024, je trouve qu'il a pris une autre dimension et qu'il a maintenant davantage la crédibilité, évidemment, en ayant détrôné Roman Reigns, d'être un des visages de la compagnie, largement. Donc tous ces noms que j'ai cités, pour moi, je me dis, eux, si je suis Netflix, je les veux direct. Parce que c'est avec ces noms-là et ces visages-là qu'on attirera les abonnés Netflix lambda, ceux qui sont pas forcément fans de catch, qui connaissent pas forcément. Alors la question c'est, est-ce que Jey Uso ferait aussi partie de ces, on va dire, cette catégorie-là de catcheurs qu'on pourrait mettre en avant sur Netflix? Grande question, à moins que la WWE décide de ne pas changer quoi que ce soit au roster de Monday Night Raw en arrivant sur Netflix, ce qui serait une très mauvaise décision selon moi, et que Jey Uso, par la force des choses, reste un des visages de Raw, et donc un des visages de Raw sur Netflix. En tout cas, comment j'imagine la suite pour Jey Uso, pour conclure? Je dirais que il faut qu'il déjà... Alors la question c'est, est-ce qu'il restera champion intercontinental longtemps? Parce que quand même, Bron Breakker était aussi l'avenir de la WWE. Vraie question. Est-ce que Jey Uso, maintenant qu'il aura peut-être fait ses preuves
et débloquer, on va dire, son palmarès en étant champion intercontinental? Est-ce qu'il va avoir maintenant une autre chance au bout d'un moment pour le titre poids lourd de Gunther? Possible, possible. Après, on pourrait imaginer, tenez-vous bien, hein, là je fais vraiment de la projection à long terme, mais pour ceux qui suivent le Johnny Cat Show, vous savez que je pense qu'il y aura Gunther contre Sami Zayn. Enfin, faut pas être Einstein pour dire ça, hein. C'est évident que tout ça, tout ce build-up va bien mener à un Gunther Sami Zayn pour le titre poids lourd. Pouvez-vous seulement imaginer, tenez-vous bien, avec tout le passif entre eux, un Sami Zayn contre Jey Uso pour le titre poids lourd? Alors c'est sûr que je serais quand même pas fan que Sami Zayn batte Gunther pour le titre poids lourd, hein. Mais par contre, les deux hommes ont une telle histoire, hein, depuis 2022, que ce serait quand même sacrément marquant, hein. Un Sami Zayn contre Jey Uso en termes de passif, alors pas en termes de... Enfin surtout pour Sami en réalité, en termes de larger than life et de carrure et d'épaule et de d'aura et tout ça, je repasserai un autre jour. Mais purement en termes d'histoire, de storytelling, ce serait très intéressant, je trouve. Sami Zayn contre Jey Uso. Ça, voilà un scénario que j'imagine peut-être pour la suite. Ou inversement, hein, Jey Uso qui gagne le titre poids lourd au bout d'un moment, pour ensuite le défendre contre un Sami Zayn. Pourquoi pas? Après, on peut aussi imaginer, est-ce que Jey Uso finira par être mêlé à nouveau à la Bloodline? C'est possible, j'y crois, ça j'y crois aussi. Parce que je pense que Roman Reigns, à un moment donné, pour, on va dire, redevenir le seul et unique Tribal Chief, je pense qu'il finira par former une alliance autour de lui, où il y a Cody Rhodes, mais aussi, je pense qu'il y aurait Jey Uso, peut-être aussi Jimmy Uso, qui reformerait les Uso et qui serait en guerre contre la Bloodline de Solo Sikoa, la Bloodline nouvelle, plus violente, plus tarée, plus jeune aussi. Peut-être, hein, peut-être, ça c'est très bien possible que ça arrive, et qu'ils finissent par rejoindre Roman Reigns, et qu'ils finissent par redevenir proches et amis. Bon, en tout cas, du moins, comme ils l'étaient dans le bon vieux temps, mais cette fois-ci en étant peut-être davantage des babyface tous les deux. Ça, ce serait intéressant. Je signe, franchement, je signe pour voir ce que ça peut donner, de voir une dynamique où Roman Reigns est en train de reconquérir son statut de Tribal Chief et de champion, et avoir Jey Uso à ses côtés, en allié, mais Jey Uso pourrait, bon, il serait encore tiraillé, il passerait sa vie à être tiraillé encore une fois lui aussi, mais peut-être que Jey Uso, au bout d'un moment, pourrait à nouveau rejoindre Roman, et qu'avec Roman, il pourrait faire comme en 2020, mais cette fois-ci en étant des faces. Pourquoi pas? En tout cas, dites-moi dans les commentaires quel futur vous voulez ou vous imaginez. Il y a une différence, hein. Il y a ce qu'on peut espérer, il y a ce qu'on peut rêver dans du fantasy booking, et ce qu'on peut pronostiquer. Pas pareil, pas pareil. Évidemment, l'idéal, c'est quand les deux se rejoignent. Mais bon, en tout cas, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour Jey Uso? À votre avis, vers quoi va aller la WWE avec lui? Est-ce qu'il finira peut-être un jour par faire un gros heel turn et, imaginons, vouloir être le Tribal Chief lui aussi? Qui sait? Est-ce que vous l'imaginez futur champion du monde? En tout cas, une des ceintures majeures. Pourquoi pas contre Cody Rhodes d'ailleurs, un jour, un Cody Rhodes contre Jey Uso. Il y aurait encore une sacrée histoire. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas. Je vous attends dans les commentaires pour en parler ensemble. D'ailleurs, si vous avez d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, de débats, de discussions, de questions qui, selon vous, méritent d'être considérées et discutées ensemble, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je serai le plus heureux de les lire et d'en parler en vidéo, à condition évidemment que ça me parle à moi aussi. Enfin bref, on se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Et voyons surtout de quoi l'avenir sera fait pour Main Event Jey Uso. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?